Eh bien, je pense qu'un accord serait, tout d'abord, vous savez, Karen Kneißl, c'est une ancienne ministre autrichienne des Affaires étrangères qui réside actuellement à Saint-Pétersbourg. Elle dirige ce qu'on appelle le Centre Gorky, une femme très très intelligente. Elle abhorre le terme accord. Elle l'appelle le langage des gangsters. C'est pour cela que Donald Trump l'utilise. Un accord, je veux dire, Donald Trump veut un accord parce qu'un accord est une voie à sens unique. Donald Trump veut tout pour lui, rien pour vous, et il peut le rompre quand il veut, car il dira simplement que c'est un mauvais accord et qu'il cherche un meilleur accord. C'est le langage des gangsters. Et les Iraniens devraient le comprendre et ne pas chercher à conclure un quelconque accord. On ne traite pas avec la mafia. Elle gagne toujours, car cela signifie que vous êtes descendu à son niveau et que vous jouez selon ses règles. L'Iran doit chercher un accord global fondé sur un traité et sur le droit international, ce qui pose problème, puisque Donald Trump a déclaré qu'il ne croyait pas au droit international. Donc, dès le départ, je dirais que nous avons simplement des visions incompatibles de ce à quoi ressemble la résolution des conflits en Iran et aux États-Unis. Mais pour répondre à votre question, un accord serait nucléaire, vous savez, pour clore le dossier nucléaire et celui des missiles balistiques. L'Iran devrait volontairement se désarmer de la seule chose qui lui donne sa viabilité. Et une fois qu'ils auraient fait cela, alors Israël interviendrait pour les achever. Je veux dire, c'est ça l'accord. Ce que les États-Unis disent, c'est débarrassez-vous volontairement de tout ce qui vous donne, vous savez, une capacité de dissuasion, et ensuite Israël vous éliminera parce que nous voulons un changement de régime. Israël ne sera pas satisfait tant que les ayatollahs ne seront pas partis. Et franchement, au fond, les décideurs américains partagent ce même sentiment. Vous savez, ils n'auraient pas dû franchir les murs de l'ambassade en 1969, car en faisant cela, ils ont appris à toute une nation à les détester. Et cette haine est toujours là. C'est une haine irrationnelle. Elle n'a aucun sens, mais cela n'a pas d'importance. On ne prend pas des Américains en otage pendant 444 jours. On ne touche pas au corps des morts, les corps calcinés de 8 soldats américains envoyés en Iran, non pas pour l'envahir, mais pour sauver les otages que les Iraniens avaient pris. Je veux dire, les Iraniens ne sont pas les gentils dans cette histoire de 1969. Je connais le Shah, la Savak, les responsabilités et tout le reste. Mais le peuple américain ne s'en soucie pas. Le peuple iranien doit comprendre que lorsqu'on insulte le peuple américain, cette insulte signifie que nous ne pardonnons pas et n'oublions pas. Nous gardons rancune. Et en ce moment, il y a une grande rancune envers l'Iran. Il n'y a pas beaucoup d'Américains qui plaident pour des relations bonnes et normalisées avec l'Iran. J'en fais partie. La plupart des Américains seraient très heureux de voir les ayatollahs disparaître. Non pas parce qu'ils savent quoi que ce soit sur les ayatollahs ou sur le fonctionnement de l'Iran, mais parce qu'on les a conditionnés à associer les ayatollahs à la prise d'otages d'Américains, à la saisie de l'ambassade américaine, à une mission de sauvetage ratée, à 8 Américains morts, brûlés sur le sol du désert à Desert One. Vous savez, c'est la réalité. Donc, il ne devrait y avoir aucun compromis de la part des Iraniens. Car au moment où ils cèdent, au moment où ils concluent un accord, tout est fini. On ne passe pas d'accord avec le diable, on ne passe pas d'accord avec la mafia, et on ne passe pas d'accord avec Donald Trump. Étant donné qu'il s'agit d'une menace existentielle pour les Iraniens, qu'ils concluent un accord ou non, comme vous le dites, le changement de régime reste l'objectif principal. Comment cela influencerait-il la manière dont les Russes et les Chinois réagiraient à une attaque américaine ou israélienne contre l'Iran? Parce que, j'ai entendu dire qu'il y avait une forte probabilité que les Russes aient joué un rôle dans la coupure de Starlink pendant les émeutes.
Mais dans l'ensemble, l'Iran est une puissance régionale clé et le vaste continent eurasien constitue un pilier central de ce partenariat eurasiatique élargi. Pour des pays comme la Chine, c'est aussi une source d'énergie importante. Et si l'Iran était mis hors jeu, cela serait certainement perçu comme une occasion de s'en prendre à la Russie ou à la Chine à l'avenir. Il est donc difficile d'imaginer qu'il laisserait l'Iran tomber de la même manière que le Venezuela, par exemple. Je pense que tu as parfaitement raison ici. L'Iran n'est pas le Venezuela. L'Iran est bien plus proche et bien plus important. C'est un membre des BRICS. La Russie entretient une relation stratégique avec l'Iran. Il existe un annexe militaire secret qui a maintenant été ratifié par les Russes et les Iraniens et qui est en vigueur. Et les Chinois, de leur côté, collaborent également avec les Iraniens. J'ai écrit un article, il y a quelques semaines, que beaucoup considèrent comme la raison pour laquelle j'ai été privé de services bancaires. En gros, j'y disais « Donnez un bon coup de poing au chameau ». Il ne faut pas laisser le chameau passer la tête sous la tente, sinon il finira par rentrer tout entier. Et les États-Unis sont le chameau qui essaie ici de passer la tête sous la tente. Et quelqu'un doit lui donner une bonne leçon. Maintenant, encore une fois, je ne prône aucun mal envers les Américains. Je ne veux absolument pas cela. Je parlais plutôt d'actions économiques qui pourraient être entreprises pour freiner les États-Unis ou les punir pour de mauvaises politiques. Mais si j'étais les Russes, encore une fois, les États-Unis ne sont pas aussi intelligents ni aussi rusés qu'ils le pensent. La frappe du B-2 qui a été menée a révélé toutes les capacités américaines imaginables. Lorsqu'il parle de frappe de précision, il parle de pénétrer l'espace aérien iranien avec des bombardiers B-2, des F-35 et des F-22. Ce profil a été exécuté, capturé et enregistré. Chaque aspect de la question a été évalué par les Iraniens, les Russes et les Chinois. Et si j'étais à la place des Russes, je dirais que mon objectif serait d'abattre un ou plusieurs bombardiers B-2 et de prouver une bonne fois pour toutes que le concept de suprématie américaine, l'idée que l'Amérique est intouchable, qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut, est fondamentalement erroné. Maintenant, s'ils en abattent un, j'espère que les équipages américains pourront s'éjecter et être secourus par les équipes de recherche et de sauvetage américaines, et qu'il n'y aura ni prisonniers de guerre, ni quoi que ce soit de ce genre. Mais le point essentiel, encore une fois, c'est que si je conseillais Donald Trump, je lui dirais de ne pas faire ça. Il pourrait tomber dans un piège, car les Russes ne vont pas rester les bras croisés pendant que vous bombardez l'Iran. La Russie ne va rien directement. Ils ne vont pas faire la guerre pour l'Iran, mais la Russie fera tout ce qu'elle peut pour s'assurer que votre aventure militaire soit un échec fondamental. Vous savez, cela inclut le fait que les Iraniens ont la capacité de frapper la marine américaine d'une manière qu'aucune autre nation ayant récemment combattu les Américains ne pouvait, y compris les Houthis. Nous parlons de missiles anti-navires impossibles à intercepter, qui feraient pleuvoir la mort et la destruction sur la plateforme, pénétrant le pont, touchant potentiellement le réacteur nucléaire et pouvant même couler le navire avec des pertes humaines catastrophiques, peut-être même en entraînant d'autres navires du groupe aéronaval. Les États-Unis sont devenus très arrogants et nous avons pris l'habitude d'infliger des souffrances aux autres sans en subir nous-mêmes. Je pense que les Russes et les Chinois vont tout faire pour aider les Iraniens à donner une bonne leçon aux États-Unis, un coup dur, dans ce combat. Et c'est encore une fois une autre raison de se demander pourquoi faisons-nous cela? Pourquoi continuer cette mise en scène? À cause de l'ego de Trump. En fin de compte, tout se résume à ça. C'est aussi lié au contrôle qu'Israël exerce sur la politique étrangère et de sécurité nationale américaine.
Mais je ne dis pas que les Iraniens sont parfaits, ni qu'ils ne peuvent pas tout gâcher, ni qu'ils vont forcément réussir. Mais si j'étais à la place des Russes, je ferais tout mon possible pour que les Iraniens abattent au moins un, voire deux, bombardiers B-2 dans le groupe d'attaque qui arrive. Ce serait une humiliation pour Donald Trump dont il ne se relèverait pas. Eh bien, pendant que nous parlons, je vois sur l'un des écrans qu'il y a un avion de surveillance américain au-dessus du détroit d'Ormuz, et il y a aussi des drones iraniens effectuant des missions de reconnaissance sur les forces navales américaines dans la région. Donc il semble bien que les deux camps se préparent à la guerre. Mais, juste pour une dernière question, si nous n'allons pas à la guerre, quelle serait la voie de sortie en ce moment? Parce qu'il est très difficile de reculer après une telle démonstration de force, à moins d'avoir quelque chose à en montrer, quelque chose qui prouve que vos tactiques de pression ont porté leurs fruits et que vous pouvez rentrer avec un résultat. Sinon, il semble bien que la guerre soit très probable à ce stade. Donald Trump est quelqu'un qui n'a que peu de scrupules à mentir. Et il pourra, s'il le souhaite, inventer quelque chose du genre. J'ai reçu un appel, des assurances que l'Iran se comportera correctement. Une fois de plus, la puissance militaire américaine a contraint les ayatollahs à reculer. Et d'autres déclarations de ce type. C'est la voie de sortie. Parce que cette guerre n'a aucun fondement légitime. Normalement, une voie de sortie nous éloigne des problèmes de fond. Ici, ils disent que les problèmes de fond sont le programme nucléaire et les missiles balistiques. Mais l'Iran ne renoncera pas à cela. Pas dans le vide. Pas de sitôt. Donc je pense que Donald Trump, s'il voulait y mettre fin, pourrait faire ce qu'il a fait la dernière fois. Vous savez, j'ai pris la décision de sauver des vies iraniennes. Lorsque j'ai été informé de l'ampleur des dégâts qu'aurait causé cette frappe, j'ai compris que le peuple iranien avait déjà assez souffert sous ce régime. Et je ne voulais pas contribuer à prolonger cette souffrance. Des milliers d'Iraniens auraient été tués si nous avions frappé. Alors, à la place, nous allons nous retirer, renforcer les sanctions et travailler à isoler davantage le régime. Et nous garderons toujours notre armée en arrière-plan, prête à bondir. Quelque chose comme ça. Parce que Donald Trump n'a aucun problème à mentir et à fabriquer sa propre réalité, il peut dire tout ce qu'il veut. Et malheureusement, nous avons une population américaine juste assez stupide pour le croire. Cela pourrait être une force maintenant, non? Parce qu'en général, les pays s'enferment eux-mêmes. Ils se retrouvent piégés dans une rhétorique. J'imagine que les talents de Trump en matière de mensonges, de capacité à s'en tirer, à débiter des absurdités, ou simplement son aptitude à détourner l'attention. Je veux dire, un jour on parle du Venezuela, le lendemain du Groenland. C'est un talent, je suppose, cette manière de gérer les médias. Cela pourrait être une porte de sortie, si l'on veut être optimiste. Dernière réflexion. Il faut saisir la part de positif quand elle se présente. Il y a un nuage sombre au-dessus de nous, mais regarde, c'est en quelque sorte le reflet de la situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Ou avoir un dirigeant menteur, dépourvu de boussole morale, est d'une certaine manière perçu comme une bonne chose, parce que ses mensonges, son absence de boussole morale, pourraient en réalité empêcher une guerre. Alors je prends. Eh bien, sur cette note optimiste, merci beaucoup d'avoir pris le temps et partagé vos réflexions. Merci de m'avoir invité. Thanks for having me.